Alors bonjour à tous, je suis le docteur Sarah Koskast, psychiatre addictologue et coordinatrice du lieu de santé sans tabac sur le GH Paris-Saclay et pour en l'occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 mai, qui était donc ce samedi, nous avons, décidé de vous faire un petit webinaire, une actualité, au niveau du tabac, sous la forme d'idées reçues. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, poser des questions, bien évidemment, vous pouvez poser sur le chat et nous essaierons d'y répondre, en direct pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas à mettre, vos questions sur le chat. Donc je vais commencer, la présentation, sur, le thème des femmes. Nous aurons ensuite, une présentation, plus orientée pendant la grossesse avec les idées reçues présentées par Gaëlle Bléau, sage-femme, et à Béclère et Clémence Favré, infirmière à l'ELSA de Béclère. Ensuite, nous aborderons, les bénéfices de l'arrêt du tabac, par le docteur Claire, Gourrier-Fléry qui travaille à l'hôpital Sainte-Périne au sein du GH Paris-Saclay. Le docteur Marion Adler abordera les idées reçues sur la vapoteuse et la cigarette électronique et des explications sur sur son intérêt. Et puis nous finirons sur donc le traitement par le biais des substituts nicotiniques présenté par Marine Soussin, psychologue à l'hôpital Bicêtre de l'ELSA, pour nous présenter aussi les idées reçues que l'on peut avoir sur les traitements. Commençons par le sujet, donc je vais vous présenter sur les femmes. Déjà, 1re idée, reçue, est-ce que, le tabac, c'est moins dangereux chez les femmes? On a tendance, parfois à se dire qu'une femme qui consomme n'est pas forcément en danger. En tout cas, c'est une représentation, bien évidemment, fausse. Ce qu'on observe plutôt, c'est en effet un risque tabac chez la femme qui est, surreprésenté, notamment, par le risque pulmonaire. En effet, il y a, comme on peut constater, à l'occasion de l'alcool chez la femme, au niveau des poumons, les femmes seraient plus susceptibles à, avoir une vulnérabilité, à la fumée de cigarette par leur plus petit calibre des bronches et donc avoir, du coup, des risques de bronchopneumopathie, chronique obstructive, donc des BPCO plus sévères et plus précoces. Et c'est vrai que, il a été observé qu'on va moins facilement, faire des imageries, pulmonaires chez la femme. Puisque pendant longtemps, vous savez que les BPCO peuvent être silencieuses. Donc on met un accent aujourd'hui sur le fait qu'il faut peut-être un peu plus s'inquiéter chez une femme fumeuse, notamment sur l'ancienneté de la consommation, au niveau de ses poumons. Au niveau des poumons, il y a aussi, un risque, au niveau cancéreux. Malheureusement, ces dernières années, nous avons pu voir, alors que, le tabac, enfin le poumon reste la cause de cancer la plus fréquente en France, tous sexes confondus. Il y a une diminution, de la prévalence du cancer du poumon chez l'homme, observée ces dernières années, notamment par les messages de prévention probablement et puis la prise de conscience de la dangerosité, du tabac sur les poumons. Malheureusement, chez la femme, il y a eu une augmentation, des cancers, chez la femme au niveau pulmonaire. Si le sein reste le premier cancer, chez la femme, le premier risque de décès par cancer chez la femme, les poumons arrivent en premier chez les femmes de 50 à 75 ans comme cause de décès. Donc ce qui est extrêmement alarmant, et c'est sur ce point-là, du coup, que chez les femmes, nous devons un peu plus nous inquiéter et donc il y a vraiment ce surrisque pulmonaire. Et puis l'autre point, c'est le surrisque au niveau des maladies coronaires. En effet, les femmes ont une fragilité, sur le plan des accidents, vasculaires. On aurait une augmentation de 25 des causes de maladies vasculaires, chez les femmes qui seraient aussi plus précoces que chez l'homme. Environ, 1/4, chez les femmes, par exemple, de 15 à 35 ans, on a eu une augmentation, des hospitalisations pour maladies cardiovasculaires. Donc j'ai bien dit 15-35 ans, donc qui est extrêmement jeune, avec plus de 75 d'infarctus du myocarde et une augmentation aussi des AVC. Chez la France,
frange 35-49 ans, on a aussi, 1/4 des décès, qui sont liés à des maladies coronaires et un tiers des décès liés à des maladies vasculaires cérébrales. Donc une vraie, surreprésentation des maladies coronaires chez la femme. Alors il y a différentes causes, de cette susceptibilité du tabac, probablement hormonale, la surface corporelle, le métabolisme et la surexposition aussi au tabagisme passif qui, surrajoute, un risque en plus du tabagisme actif. Donc chez les femmes, il y a notamment à plus de 35 ans, attention, attention, aux risques coronaires, notamment, lorsqu'il y a, une contraception orale prescrite. Le risque est en plus encore plus surajouté. Après, il y a d'autres surrisques, sur le plan, féminin, en lien avec le tabac. Le point sur la grossesse, mais Gaëlle vous en parlera, avec un risque d'exposition notamment in utero, qui a montré un risque de pathologie respiratoire chez l'enfant et une susceptibilité au BPCO chez l'adulte, chez ces enfants exposés au tabac pendant la grossesse. Bien évidemment, le tabac reste un gros facteur, d'infertilité, chez la femme, comme chez l'homme, et donc c'est aussi un point important. Les liens avec l'ostéoporose qui, notamment, chez les femmes ménopausées peut être un sur-risque et l'acné chez les ados pour balayer tous les âges, qui, aussi a montré une corrélation entre, le tabagisme et un acné plus sévère, chez les ados. Donc voilà, donc il n'y a pas, en effet de tabac, le tabac n'est pas moins dangereux chez la femme. Ensuite, 2e idée reçue, fumer, diminue le stress. On sait que les femmes ont tendance à utiliser les substances psychoactives, souvent pour gérer leur stress et c'est le cas bien évidemment du tabac avec cette idée que le tabac est une solution, pour gérer leur stress. Bien évidemment, c'est faux. Il a été, montré sur des études en exposant, des femmes non fumeuses, à du tabac et il y a tous les facteurs, objectifs de stress qui, sont augmentés. En tout cas, le tabac chez la femme concerne à peu près une femme sur 5 au quotidien et on sait que cette consommation, elle est plus émotionnelle et relationnelle. Les patientes vont plus souvent, avoir notamment du mal et c'est aussi pour ça que les traitements souvent substituts nicotiniques marchent moins bien chez la femme. Leur consommation est beaucoup plus liée à leur état émotionnel et relationnel et beaucoup plus influencée par le tabagisme des autres et donc il y a une vraie vulnérabilité, émotionnelle qui est un gros facteur prédictif de tabagisme précoce, de mauvaise estime de soi ou d'humeur dépressive qui sont aussi des facteurs prédictifs d'addiction en général. Mais en tout cas, pour le tabagisme précoce, c'est un gros facteur. Donc le tabac, non, n'est pas un anxiolytique, mais par contre, en fumant, on va, apporter de la nicotine qui est à l'origine, du coup d'un risque de syndrome de sevrage, important et en prenant la nicotine, on va calmer ce sevrage et pensant, gérer son stress, on gère uniquement son sevrage. Donc il est préférable, bien sûr, de prendre des substituts nicotiniques à la place. Autre point extrêmement important, les femmes ont tendance à utiliser aussi le tabac comme stratégie pour gérer, leur poids, leur stress, leurs émotions. Donc c'est extrêmement important d'aborder ces situations-là puisque ce sont des gros, gros freins à l'arrêt du tabac chez la femme et c'est peut-être cette particularité, importante sur lequel il faut insister. Ensuite, l'industrie du tabac a aussi bien compris, cette sensibilité au marketing que les femmes peuvent avoir et donc elles peuvent être une grosse cible, vis-à-vis, du marketing. Ensuite, 3e, idée reçue par rapport aux femmes et au tabac, moi je n'ai pas de problème, je suis une petite fumeuse, donc je n'ai pas de risque, vis-à-vis, de cette consommation, de tabac. Alors est-ce qu'être une petite fumeuse est un 0 risque? Bien sûr que non. On sait que, les quantités, consommées, sont importantes, mais ne sont pas suffisantes, par rapport au risque. Donc il n'y a pas de petit tabagisme et il n'y a pas de consommation sans risque, vis-à-vis du tabac, notamment sur le risque cardiovasculaire, et dès quelques cigarettes, on voit une augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire. Et donc attention, l'important est aussi extrêmement important, bien
bien évidemment que la quantité va influer sur le risque, mais la durée d'exposition est un facteur extrêmement important, sur la dangerosité, du tabac. Donc fumer quelques cigarettes depuis très longtemps est un vrai risque notamment sur le plan cardiovasculaire. Ensuite, un autre point encore une fois sur le tabagisme passif, il a été montré que le tabagisme passif était un risque aussi, d'exposition à des risques, par rapport au tabac et il n'est pas du tout anodin. Il est toujours intéressant d'arrêter de fumer, quelles que soient les circonstances, même tard et surtout, surtout si on a des risques cardiovasculaires autres comme le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Là, le risque devient extrêmement important. Donc la prise en charge chez la femme, aujourd'hui, elle est extrêmement trop tardive, parce que comme je vous ai dit, auparavant, il y a une banalisation de ces petites fumeuses, de ces petites consommations, qui sont, banalisées avec les gros freins, de la peur de prise de poids, de l'anxiété associée et du métabolisme de la nicotine qui est parfois différent sur le plan neurobiologique et hormonal, qui nécessite une adaptation et parfois, plus peut-être de psychothérapie associée au traitement, de substituts nicotiniques. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions, pendant ce Zoom. Non, pas encore. Donc je vous remercie et je vais passer du coup, la parole, à ma collègue, à mes collègues, donc madame Gaëlle Bléau, sage-femme à l'hôpital Béclère et Clémence Favret, infirmière à l'hôpital Béclère, pour nous parler de la grossesse, et notamment des femmes enceintes. Bonjour à tous, donc je suis Gaëlle Bléau, je suis sage-femme en ELSA à l'hôpital Béclère. Ma collègue Clémence a été retenue malheureusement sur une urgence. Donc moi, je vais vous parler des idées reçues sur le tabac et la grossesse. Et pour commencer, les idées reçues sur ce qui est toxique pendant la grossesse pour le fœtus. Donc, ce qui va être toxique, contrairement à ce que beaucoup de patientes pensent et croient encore, c'est la fumée et pas la nicotine. Et dans la fumée, donc on a plus de 4 000 substances toxiques et on a entre autres le monoxyde de carbone qui a une grande affinité pour, l'hémoglobine et qui va prendre la place de l'oxygène sur l'hémoglobine et il se trouve que pour l'hémoglobine fœtale, elle a 2 fois plus d'affinité. Donc c'est vraiment, essentiellement le monoxyde de carbone, mais aussi les autres substances toxiques qui vont avoir un impact sur le développement, du fœtus et qui peuvent entraîner des complications pendant la grossesse. Alors en début de grossesse, ça peut entraîner des fausses couches spontanées et ensuite, des menaces d'accouchement prématuré, des ruptures prématurées des membranes, des bébés de petit poids de naissance et aussi des mauvaises insertions placentaires, des insertions basses du placenta et alors dans les grosses consommations de tabac, ça peut aller parfois aussi jusqu'à la mort fœtale in utero et ensuite on sait que les enfants, exposés in utero au tabac ont plus de risques, de mort inopinée du nouveau-né dans les mois qui suivent la naissance. Voilà, ça c'est pour les complications, principales, mais qui sont vraiment liées à la fumée. Et donc, quelles aides on peut proposer aux femmes, enceintes pour arrêter le tabac? Ça va être les mêmes aides qu'en population générale, à savoir la nicotine, puisqu'elle a aucun, impact, négatif sur la santé. Donc je parlerai pas des substituts parce que vous aurez une partie, un peu plus tard sur la substitution nicotinique, mais en tout cas, on peut l'utiliser chez la femme enceinte. Je parle juste d'une petite, chose par rapport aux substituts, c'est que souvent pour doser la substitution, enfin tout le temps d'ailleurs, on va se baser sur la consommation d'avant la grossesse. Il se trouve que les femmes quand elles arrivent, en consultation, elles ont souvent réduit leur tabagisme, pour essayer d'arrêter, mais l'important c'est vraiment de se caler sur la consommation d'avant la grossesse parce qu'en réduisant, elles vont souvent tirer plus sur leurs cigarettes et donc avoir les mêmes, taux de consommation. Heu, la cigarette électronique, dans tout ça. Alors, ça peut être utilisé comme, outil, de substitution nicotinique. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui est enceinte, qui vapote, on va pas lui dire d'arrêter la vape. C'est souvent, ce qu'on entend malheureusement, encore aujourd'hui. On va l'encourager, lui dire que c'est beaucoup mieux que la cigarette
et parce qu'il y a pas de monoxyde de carbone, il y a pas de combustion, il y a pas de substances, toxiques et on peut essayer de l'accompagner vers, l'arrêt progressif de la cigarette électronique. On peut aussi utiliser la cigarette électronique plutôt en dernier recours, quand les patientes ont utilisé vraiment toutes, les aides, à disposition et que, malgré ces aides, elles n'arrivent pas à trouver quelque chose qui leur convient, on peut essayer d'aller vers la cigarette électronique également. Et c'est pareil, vous aurez un topo tout à l'heure, sur la cigarette électronique, donc je ne m'étends pas, trop là-dessus. Mais en tout cas, une femme qui vapote, c'est mieux qu'une femme qui fume. Et si on lui dit d'arrêter la vape, le risque, c'est qu'elle retourne vers le tabac, une femme enceinte. Je vous parle 2 minutes d'une application qu'on a créée, avec, l'équipe d'Addicto de Béclair et la maternité qui s'appelle Adimat, qui est disponible sur, l'Apple Store et le Google Store et qui est à destination des femmes enceintes, des conjoints, des femmes en projet de grossesse et des femmes en postpartum. C'est, une application qui va aider, dans l'aide au sevrage tabagique. On l'a créée à l'origine pour les patientes qui ne souhaitaient pas venir en consultation, qui n'avaient pas accès aux consultations, d'aide au sevrage tabac et vous pouvez vous connecter, créer un compte. Il y a des petites vidéos, explicatives avec, pas mal de conseils et l'idée, c'était aussi, à travers cette application, d'uniformiser un peu les discours parce que les femmes enceintes reçoivent encore pas mal de discours, discordants sur, la cigarette, la grossesse et le sevrage. Du coup, après je vous ai mis, voilà, quelques idées reçues, qu'on essaye de déconstruire et des phrases qu'on entend souvent. Donc, c'est plus facile d'arrêter de fumer enceinte. Alors malheureusement, non, c'est pas plus facile. Déjà pour une chose, importante, c'est que le métabolisme de la nicotine est augmenté chez la femme enceinte et au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse, le volume de distribution va également augmenter, donc il va y avoir un effet un peu dilution. Donc physiologiquement, c'est pas plus facile. Hem Et puis, ce dont Sarah Coscas vous a parlé tout à l'heure, le tabagisme chez la femme, c'est très lié à l'état émotionnel. Et la grossesse, c'est pas une période, calme, c'est plutôt une période de turbulence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose vers lequel elles vont avoir tendance à aller à la moindre contrariété et parce que, elles sont souvent dépendantes depuis longtemps, en fait. Donc elles sont habituées à gérer, leurs émotions avec la cigarette. Si elle n'arrête pas, c'est qu'elle n'a aucune volonté. Alors, ça aussi, on l'entend malheureusement, encore trop souvent. Hem Donc, si elle n'arrête pas, la femme enceinte, c'est que en général, elle a besoin d'aide. Elle n'y arrive pas toute seule. Heu, c'est vrai qu'il y a une grande majorité des femmes qui arrivent à arrêter à l'annonce de la grossesse, mais en fin de grossesse, il y a encore 20 qui continuent de fumer. Donc c'est bien de plutôt pouvoir, les accompagner et les aider plutôt que de les culpabiliser en leur, renvoyant l'image qu'elles n'ont pas de volonté. Voilà et de travailler sur la motivation et souvent, comme l'a dit Sarah tout à l'heure aussi, proposer un accompagnement, psychothérapeutique, ça peut aider. Fumer moins de 5 cigarettes par jour n'est pas dangereux, donc bah, c'est également ce que vous a dit Sarah, c'est qu'à partir d'une cigarette, vous avez un risque et cette phrase, on l'a beaucoup entendue avant, mais encore, moi j'ai encore des patientes qui arrivent avec, cette idée-là. On l'a beaucoup entendue de la part des médecins qui disaient: «Il faut mieux fumer 5 cigarettes que d'être stressé». Donc effectivement, l'idée, c'est d'aller déconstruire cette idée que quand on arrête de fumer, on est stressé, que le stress, il est lié au manque et qu'on fume pour soulager le manque et qu'en substituant, en donnant de la nicotine, on va soulager le manque et donc il y aura pas de stress lié au manque, de nicotine. Arrêter de fumer 2 jours avant l'accouchement, cela ne sert à rien. Donc ça vient plutôt des patientes quand elles arrivent en fin de grossesse et qu'elles voient qu'elles ont pas réussi à arrêter et elles se disent: «Bah, c'est la grossesse se termine, ça sert à rien». Donc toujours valoriser, ça c'est important, toujours valoriser, l'arrêt et les efforts et bien de rappeler que le monoxyde de carbone s'élimine très rapidement en moins de 24 heures
et donc même si elles arrêtent la veille de l'accouchement, ce sera, une opportunité pour leur enfant et notamment au moment du travail, ça lui permettra d'être mieux oxygéné et de mieux supporter le travail. Et même si elles arrêtent après l'accouchement, c'est pareil. L'idée, c'est toujours de valoriser et d'accompagner. La finalité étant, d'arrêter le tabac. Et on ne peut pas allaiter si on fume. Ça aussi, on l'entend encore beaucoup, parmi les soignants qui pensent que le tabac est une contre-indication à l'allaitement maternel. Alors, l'idée, c'est justement d'encourager l'allaitement. Au contraire, même si la patiente a fumé pendant la grossesse, si elle peut allaiter après, c'est encore plus, favorable pour son enfant et on va se servir de ça aussi pour aller travailler un peu la motivation et l'aider à réduire, voire à arrêter. Toujours bien sûr en pesant, le bénéfice-risque. Une femme qui fume 2 paquets par jour, est-ce qu'il y a un intérêt, à allaiter si elle n'arrive pas du tout à réduire ou à diminuer? Mais l'idée vraiment, voilà, c'est de dire: «On contre-indique pas l'allaitement, on accompagne vers, le sevrage ou la réduction». Voilà. Je laisse la parole, à mes collègues. Merci Gaëlle. Nous avons entre-temps une question auquel tu viens de répondre, sur, est-ce que fumer, une cigarette tous les 6 mois en soirée, c'est pas ce qui va te rendre malade? Donc oui, il y a un risque potentiel sur le plan cardiovasculaire, comme tu l'as dit Gaëlle. Il y a pas de zéro risque avec la cigarette. Claire, je te passe la parole sur l'arrêt, du tabac et ses bienfaits. Très bien, merci Sarah. Voilà, bon, je voudrais déjà dire que ce sujet, c'est un sujet que j'adore particulièrement parce que les bienfaits sont tellement nombreux, importants, et touchent, toutes les personnes, quel que soit leur âge, à l'arrêt du tabac, que, c'est vraiment, très très agréable, d'avoir ce métier de tabacologue. Pour, d'ailleurs, un certain nombre de nos patients qu'on suit en consultation tabac, qui viennent nous voir, ça peut métamorphoser assez radicalement, hein, leur pronostic de vie, leur qualité de vie et puis effectivement, ouvre un champ de possibles qui pensaient parfois, quand il y a des altérations déjà, heu, là, par le passé, métamorphoser leur vie. Alors, évidemment, pourquoi? C'est quand même ce tabac, il faut bien rappeler, même si vous le savez pour la plupart, que c'est la première cause de mortalité, de morbidité évitable en France et s'en libérer donc améliore son espérance de vie et sa qualité de vie. C'est quand même le seul produit qui tue, hein, légal, qui tue la moitié de ses consommateurs. Ça correspond en fait en France, le nombre de décès par an à un crash quotidien d'un Boeing 767 fait uniquement, bien sûr, de passagers fumeurs. Les risques de complications associés au tabagisme et on l'a déjà dit pour la femme, auparavant est très lié à la durée du tabagisme. Donc plus on va arrêter tôt, plus les bénéfices seront, importants jusqu'à réduire complètement comme non-fumeur si notamment l'arrêt, hein, sur différentes études montre peut se faire avant l'âge de 35 ans. Et il n'y a pas de seuil au-dessous duquel fumer soit sans risque. On le répète et on le répétera toujours. Alors le tabac n'épargne aucun organe et on peut quand même dire que s'en libérer, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à son corps. Hein, au niveau des cancers, on a à peu près 60, particules, composants cancérigènes dans la fumée de tabac avec, on connaît bien le cancer du poumon qui est le plus fréquent, mais il y a 17 localisations, dans le corps, qu'atteint, le tabac pour développer, pour favoriser le cancer. Au niveau des maladies, là encore, si on peut revenir juste voilà, juste, là, sur les maladies donc qui sont développées, on voit bien aussi que ça atteint tous les organes, de la tête aux pieds, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, au niveau des risques cérébrovasculaires, au niveau oculaire aussi, hein, au niveau de la cataracte, des risques donc de dégénérescence maculaire aussi liés à l'âge,
la bouche et on voit, de très belles photos sur les paquets de cigarettes, évoquant toutes ces maladies, au niveau du tractus donc respiratoire, avec au poumon aussi des infections chroniques, la bronchite chronique obstructive, l'emphysème, les risques d'asthme et bien sûr aussi, hein, des surinfections bronchiques donc aiguës, qui sont présentes. Pensez aussi à des infections, hein, telles que la tuberculose qui sont aussi favorisées et ont un plus mauvais pronostic donc chez les consommateurs de tabac. Donc ça concerne vraiment tout le monde. C'est un risque de diabète et ensuite au niveau cardiovasculaire, on a vu aussi l'ensemble des choses. Alors, je voudrais juste faire un point parce qu'ici, nous sommes tous à peu près des soignants, ou des personnes en tout cas qui travaillent à l'hôpital. Il y a une situation particulière sur laquelle je voudrais venir, c'est la prévention des risques en cas d'intervention chirurgicale programmée. On n'y pense pas toujours, mais fumer entraîne vraiment une augmentation du risque de mortalité périopératoire avec plus de complications qui soient infectieuses, qui soient, une possibilité d'arriver en réanimation alors liés au coroner, des effets respiratoires immédiats, des retards de consolidation osseuse et au niveau même du site opératoire lié aux problèmes de vascularisation et de microcirculation liés à la fumée de tabac, le risque de thrombose vasculaire, des complications au niveau de la cicatrice, d'infection, des risques d'éventration quand on doit ouvrir le ventre, des lâchages de suture, des fistules. Donc, il est important d'avoir en tête, hein, pour conseiller aussi les personnes quand une intervention est programmée, de arrêter. Hein, le bénéfice maximal est là quand on arrête 6 à 8 semaines avant l'intervention et que l'on poursuit après l'intervention entre 3 semaines et 3 mois en fonction du type en fonction du type d'intervention. Alors, effectivement, donc les bénéfices de l'arrêt du tabac, comme on a vu que ça touche tous les organes, tous les bénéfices vont atteindre l'ensemble du corps, partout. Si on peut prendre un petit peu de façon chronologique, même si cette frise est quelque part à moduler, évidemment en fonction des personnes, les temps pour chacun peuvent être un petit peu différents, mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est que les premiers bienfaits sont ressentis très rapidement après la dernière cigarette. Déjà, effectivement, on a pensé de l'élévation de la pression sanguine, l'hypertension, la fréquence cardiaque qui augmente. Et en fait, après une dernière cigarette, c'est déjà très vite, après 20 minutes, où les pulsations reviennent à la normale. Dans les 24 premières heures, la quantité de monoxyde de carbone va chuter pour disparaître à peu près en 24 heures. Et donc, l'oxygénation à ce moment-là des cellules peut redevenir normale. J'ai Oui, j'avais une drôle d'image sur mon écran, excusez-moi. Alors, en 24 heures à peu près, le risque d'infarctus diminue déjà. Les poumons commencent à éliminer le mucus. D'ailleurs, on peut voir à ce moment-là, une accentuation de la toux, une toux grasse, il faut cracher et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une épuration à ce moment-là des bronches qui peut se faire. Au bout de dans la première semaine, hein, et assez vite pour certaines personnes, ça peut être un des premiers facteurs observés, notamment chez des gens qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire. Le goût et l'odorat s'améliorent. Ensuite, on voit que les bronches recommencent à avoir de la souplesse. La constriction qu'on a des bronches qui rend aussi compliqué les traitements que prennent par exemple les personnes asthmatiques qui fument pour dilater les bronches à cause de cette constriction, cette rigidification va s'atténuer. Et on voit donc la toux, la fatigue va diminuer au fur et à mesure dans les 15 premiers jours. Cela, en fonction des personnes, peut aller jusqu'à 3 mois, mais le souffle revient et là, ben, le dynamisme est là, et la marche se fait plus facilement, ce qui génère effectivement une qualité de vie plus agréable. Les sites bronchiques vont repousser dans les premiers mois et donc l'essoufflement plus profond va pouvoir s'estomper à ce moment-là.
Dans la première année, au bout d'un an, les études montrent que le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui d'un non-fumeur et le risque d'infarctus du myocarde, lui, a diminué de moitié. Et dans les 5 ans, on voit que le risque du cancer du poumon est également, entre 5 et 10 ans, divisé par 2. Et puis, au bout de 10 à 15 ans, globalement, en moyenne, l'espérance de vie va redevenir à peu près identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. Voilà, et on dit effectivement que arrêter de fumer à la quarantaine va améliorer l'espérance de vie, où on va avoir peut-être encore une diminution, mais de 3 ans à peu près d'espérance de vie par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fumé, sachant qu'un fumeur qui va continuer, l'espérance de vie est quand même diminuée d'une dizaine d'années. Alors, mis à part donc ces effets vraiment au niveau du corps, de la maladie, ce qui va vraiment intéresser, j'ai envie de dire tout le monde, et qui est un facteur super agréable et très vite, c'est que le corps qui avait, c'est reprendre finalement corps avec ses sensations qui avaient été finalement étouffées, on peut dire, par la cigarette, bien atténuées, à cause de toute cette inflammation, notamment de la sphère ORL qui va disparaître. Le goût et l'odorat s'améliorent. Les arômes, à ce moment-là, ne sont plus altérés par la saveur et l'odeur puissante liée à la combustion du tabac. C'est une odeur très forte. Donc, et là, on peut commencer à prendre une certaine qualité de vie autrement, par le goût, savourer le vrai goût du café, puisque la cigarette, souvent, on la prend avec le café, mais on en oublie finalement quelle est la saveur réelle du café. Les aliments paraissent moins fades et on voit que souvent chez des fumeurs, on est obligé d'apporter plus de sel, d'accentuer les épices, éventuellement assez fort quand, il y a une consommation qui est là et qui s'est installée, de façon régulière et importante. Et puis, c'est quand même important de signaler que, du coup, on a des contacts plus riches et perceptifs de l'environnement et de la nature. Effectivement, quand on part, quand on doit prendre, par exemple, l'avion pour aller ailleurs et que, en sortant de l'avion, la première chose qu'on fait, c'est allumer sa cigarette, l'odeur qui va être autour de nous, elle va effectivement venir là, un peu se réconforter. On est content de fumer sa cigarette, mais cette odeur, on la connaît bien. Et du coup, cette odeur camoufle les odeurs de cet endroit où on peut aller, de notre environnement tout particulier, et qui peut être du coup ce premier contact un peu diminué donc par rapport à ça. La cigarette, on l'a dans la peau, mais est-ce qu'on aime son odeur tenace? Beaucoup de personnes disent: «Ouais, je m'accroche, je l'ai vraiment en moi, mais c'est vrai que l'odeur, j'aime pas». Alors, c'est aussi, retrouver la liberté de choisir le parfum qu'on veut avoir sur soi, ses vêtements, sa peau et véhiculer ce parfum tel qu'il nous plaît, que ce soit notre odeur naturelle que l'on retrouve ou des parfums que l'on aime et voilà, prendre quelqu'un qu'on aime dans les bras, à ce moment-là, devient plus plaisant, la laine est plus agréable aussi et je dirais que les contours étroits sont favorisés. Alors, et autre élément qui concerne aussi les jeunes, les plus jeunes aussi bien qu'à un âge plus âgé, les bienfaits pour la peau et les fanères. L'oxygénation du sang et des cellules à ce moment-là n'est plus bloquée par l'intoxication chronique au CO que quand on fume, on a en permanence et qui empêche notre oxygène de pénétrer le corps, de diffuser dans les cellules. Alors, et la détoxification du corps, quand on enlève effectivement toutes ces substances toxiques, s'effectue. Qu'est-ce qui se passe? Rapidement, le teint est plus lumineux. On fait souvent la réflexion aux personnes, mais t'es parti en vacances, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement, effectivement, le visage paraît plus apaisé et plus lumineux. Il y a moins de taches sur la peau. Pour les plus jeunes, les boutons aussi, cette inflammation va être réduite. Des boutons, vont diminuer, cette acné qu'on peut avoir
Claire, je me permets de t'interrompre 2 minutes pour te dire qu'il te reste 1 minute. Très bien. Qu'il me reste, tu me dis? Il te reste 2 minutes. D'accord. La peau vieillit moins vite, les dents et les doigts sont moins jaunes et les ongles plus solides, cheveux en meilleur état. On passe à la diapositive suivante. Voilà, la digestion aussi. Un des effets majeurs, c'est la diminution aussi des brûlures d'estomac. Beaucoup de personnes qui fument prennent assez régulièrement des antiacides et à ce moment-là, effectivement, ça diminue. Un des principaux facteurs de risque, c'est le fait de fumer. La flore intestinale retrouve son efficacité et donc on connaît maintenant tous les bienfaits d'avoir un microbiote bien présent et qui est altéré par le tabac et qu'on retrouve là à l'arrêt. On néglige souvent de parler des bénéfices pour la santé mentale. Il faut voir que le tabac, et notamment par les pics de nicotine qui arrivent au cerveau, et leur diminution très rapide, entraîne des fluctuations rapides de stimulation. Donc, de tous les neuromédiateurs qui sont effectivement plaisants, dopamine, sérotonine, noradrénaline, acétylcholine, et l'agression du corps va entraîner aussi la sécrétion de l'hormone du stress, le cortisol. Donc, s'en libérer va améliorer l'anxiété. Une série de méta-analyses a montré qu'il y avait une diminution qui pourrait être de l'ordre de 37%. Ça améliore aussi la dépression, l'anxiété associée à la dépression et le stress. Enfin, la qualité de vie psychologique et les affects positifs sont effectivement améliorés. Plus de concentration. Une toute petite seconde, merci. C'est la fin après, donc juste avant. Voilà, un sommeil amélioré, qui est souvent un problème. Et puis, bien sûr, le sentiment de liberté et l'estime de soi que l'on retrouve. Alors, et puis, bien sûr, il faut parler des bénéfices conséquents sur le porte-monnaie. Le prix moyen d'un paquet de cigarettes aujourd'hui en France est de l'ordre de 12,5 €. Un argent qui part bien en fumée. Alors, de quel plaisir, projet achat, vous détourne l'industrie du tabac quand on fume. Et c'est quand même vecteur d'inégalité sociale, puisqu'on sait qu'effectivement, les personnes les plus précaires sont celles qui fument le plus et donc qui ont un budget extrêmement conséquent sur le tabac. En conclusion, rompre avec le tabac, c'est se débarrasser d'un amour tyrannique, possessif, qui nous pique notre argent, nous pompe l'air, nous empêche de respirer, de nous laisse jamais en paix, loin de lui, nous casse la voix, nous isole, nous stresse, nous rend malade, jusqu'à nous envoyer à l'hôpital. Il nous donne des coups sournois si violents qu'il a une chance sur 2 de nous envoyer au cimetière. Alors, lui fermer la porte le plus vite possible est la plus belle chose qu'on puisse se faire. Je vous remercie. Merci Claire, je t'ai un peu brusquée, mais parce qu'on a le temps file. Je te Bien remercie sûr, beaucoup ça va, je pour comprends. ta présentation. Je passe la parole à Marion pour nous parler de la vape. Merci. Alors, je veux bien la prochaine diapo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les idées reçues par rapport à la vape, parce que c'est très important. On parle beaucoup de tabac et on mélange avec la vape. Alors, je voudrais vous situer un petit peu qu'est-ce que c'est. Prochaine diapo. En effet, ce que l'on sait, c'est que le tabac, c'est 4000 substances toxiques et en particulier, toutes ces substances toxiques sont liées à la combustion. La combustion, c'est du monoxyde de carbone dont on a parlé tout à l'heure. Le monoxyde de carbone, il prend la place de l'oxygène et le fait d'avoir du monoxyde de carbone dans la fumée fait que les gens sont moins oxygénés. D'où les problèmes de développement du bébé, d'où les problèmes d'infertilité chez l'homme et chez la femme et d'où les problèmes en périopératoire. Ce qui est très important, c'est que donc le tabac, quand on le fume, la combustion, donc la fumée, c'est ce qui est toxique, mais on le fume à cause de la nicotine. La nicotine, il n'y a pas de toxicité pour la santé, et ça, il faut le dire et le redire parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues dessus. Alors, la solution pour sortir du tabagisme sans souffrir, c'est de prendre la nicotine parce que ce qui manque quand on arrête de fumer, c'est la nicotine. La nicotine, c'est ce qui manque, mais ce n'est pas ce qui est dangereux. Donc, il va falloir donner à nos patients autant de nicotine dont ils ont besoin et adapter les doses en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est la base de l'aide au sevrage tabagique. On peut prendre la nicotine sous plusieurs formes.
Marine va vous expliquer tout à l'heure, juste le diapo, juste avant, merci. Marine va vous expliquer tout à l'heure comment gérer avec des substituts nicotiniques. Et une autre forme de prise de nicotine, c'est la vape. Alors la vape, c'est quoi? La vape, c'est un aérosol qui va permettre la vaporisation de nicotine à travers le e-liquide qui contient du propylène-glycol et de la glycérine. Le propylène-glycol et la glycérine, quand ils ont le contact avec la résistance de la vape, ils vont permettre la vaporisation en captant la vapeur d'eau dans l'air et en permettant la vaporisation de la nicotine. On n'est pas obligé de mettre de la nicotine dans la vape, mais évidemment, nous, on conseille nos patients, pour arrêter de fumer, de prendre la nicotine dans la vape, ce qui va les aider à arrêter de fumer. Et le plus ils ont la dose de nicotine adaptée à leurs besoins, moins ils auront besoin de vapoter, moins ils auront plus facilement, ils arriveront à arrêter de fumer. Donc, il faut la bonne dose de nicotine. Il y a aussi dans la vape des arômes qui sont les goûts, et ces goûts sont très importants pour que chacun apprécie le fait de sortir du tabagisme. Alors, il faut que ce soit agréable, sinon on revient vers la cigarette. C'est la même chose pour les substituts nicotiniques. Quand il n'y avait que le goût des gommes au goût nicotine, les gens n'aimaient pas. Quand ils ont mis menthe et fruits dans le goût des gommes, les gens ont trouvé que c'était très appréciable. Donc, c'est très important dans la vape qu'il y ait les arômes qui correspondent à chacun et qu'on ne laisse pas juste l'arôme tabac, qui est souvent celui que les gens ne veulent plus quand ils sortent du tabagisme. Les arômes, ce sont des arômes qui suivent les normes AFNOR. C'est quoi les normes AFNOR? C'est les normes des produits que l'on peut ingérer dans l'alimentation et qui permettent les arômes dans les gâteaux ou les odeurs dans certains aliments. Donc, c'est très important. Ce sont des normes d'éléments qui peuvent être ingérables. Donc, la vape, elle est faite de propylène glycol et de glycérine qui vont permettre la vaporisation de la nicotine avec des arômes qui sont plaisants. La vape, c'est donc infiniment moins dangereux que le tabac. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la vape, alors que c'est un excellent outil d'aide au sevrage tabagique. Les idées reçues que l'on voit ici en 2021 sur ce baromètre cancer, vous voyez que 53% des personnes interrogées pensent que la vape est aussi, voire plus nocive que la cigarette. Or, la vape est 95% moins toxique que la cigarette. Le tabac, c'est 100% de toxicité. La cigarette électronique, on peut l'estimer à 5% de toxicité de la cigarette. Donc, la vape ou cigarette électronique contient de la nicotine qui n'est pas toxique et beaucoup de gens pensent que la nicotine est cancérigène. Beaucoup de gens pensent que les arômes sont toxiques et beaucoup de gens disent la vape, on ne sait pas, donc je préfère ne pas la prendre, alors qu'on a quand même maintenant une quinzaine d'années de recul sur la vape avec des études scientifiques qui sont faites en particulier étudiées par les Anglais qui ont fait cette estimation de vape égale 95% moins dangereuse que le tabac. Prochaine diapo. Ce que l'on sait maintenant, c'est la dernière étude Cochrane, qui est une étude scientifique qui rassemble beaucoup d'études faites sur la vape. Cette dernière étude Cochrane, qui est sortie maintenant en janvier 2024, donc c'est très récent, a montré qu'il y avait une nette efficacité de la vape pour sortir du tabagisme. C'était l'élément le plus efficace dans la sortie du tabagisme. Alors nous, ce qu'on propose très souvent, c'est l'association entre les patchs, les substituts nicotiniques, donc vous allez avoir une explication très pratique avec Marine, et la vape, qui peut être ensemble une aide efficace dans l'arrêt du tabac. Beaucoup de gens ne demandent rien aux tabacologues et vont arrêter de fumer avec la vape tout seul, et on voit que c'est l'aide, on va dire, le moyen le plus utilisé dans certains pays pour sortir du tabagisme. Alors, c'est sûr que c'est la fumée avec la combustion qui est toxique, alors que la vaporisation de nicotine permet à beaucoup de gens de sortir du tabagisme. Comme la vape ne contient ni tabac, ni monoxyde de carbone, ni particules, ni goudron, ça permet aussi aux femmes enceintes d'arrêter de fumer plus facilement quand elles n'ont pas utilisé les substituts nicotiniques ou qu'elles sont aidées par la vape, bien sûr. Comme disait Gaëlle, on ne va pas les décourager d'utiliser la vape. Ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est un élément majeur, mais je ne vais pas conseiller la vape à des non-fumeurs. En revanche, on voit par exemple chez les jeunes qu'il y a une nette diminution du tabagisme depuis que les jeunes ont un engouement pour la vape, et donc c'est plutôt un concurrent du tabac chez les jeunes et non pas une passerelle. Donc je pense qu'il faut aussi éliminer les idées reçues par rapport à la vape chez les jeunes, mais bien sûr, il ne faut pas détourner l'utilisation de la vape. Il y a des magasins de vape qui comportent des vapes avec des normes particulières qui sont des normes qui sont assez réglementées en France. Il vaut mieux aller acheter ces vapes dans les magasins de vape et non pas chez les buralistes qui n'ont qu'une envie, c'est que les gens reviennent vers le tabac, et pas non plus sur Internet où on peut trouver tout et n'importe quoi
entre autres des détournements de vape, avec chez les jeunes en particulier, ce qu'on voit, c'est des vapes avec le PTC ou pète ton casque, qui sont des substances, qui sont des cannabinoïdes de synthèse et qui sont évidemment extrêmement nocifs. Donc oui, la vape est une aide efficace dans le sevrage tabagique. Et ensuite, moi, j'aide beaucoup mes patients à ne pas garder la vape quand ils sont bien sortis du tabagisme et qui n'ont plus le risque de reprise du tabagisme. Et pour ça, je leur donne des conseils dès le départ. C'est d'abord de choisir un liquide qui leur plaît, avec un goût qui leur plaît, et de prendre une dose suffisamment forte de nicotine pour ne pas vapoter toute la journée, mais vapoter simplement dans les endroits où on aurait fumé et ne pas vapoter dans des endroits où je n'aurais plus fumé, par exemple la chambre à coucher, le bureau ou l'intérieur de la maison. Et ensuite, on diminue progressivement la fréquence de prise de vape avant de commencer à diminuer la dose de nicotine, ce qui aide souvent les gens à se débarrasser assez facilement de la vape une fois qu'ils se sont débarrassés du tabac. Alors, on peut faire une diminution progressive, bien sûr. On aide les gens à utiliser la bonne dose de nicotine. Et enfin, on peut associer la vape avec les traitements d'aide à l'arrêt du tabac qui sont les substituts nicotiniques. Et j'espère bientôt, nous avons a priori bientôt accessibles les médicaments d'aide à l'arrêt du tabac, comme la varenicline. On devrait de nouveau les avoir en France incessamment sous peu et remboursés aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion. Passons la parole à Marine sur les traitements substituts nicotiniques. Je te laisse la parole, Marine. Bonjour, donc je suis Marine Toussaint, je suis tabacologue à l'ELSA de Bicêtre. Je vais vous présenter l'action des substituts nicotiniques pour accompagner un sevrage patient. On peut passer au schéma. Alors, vous avez ici, je vais vous expliquer l'action de la nicotine puisque c'est à la nicotine que les patients sont dépendants. La nicotine qui est extrêmement addictogène dans la cigarette. Donc en abscisse sur ce schéma, vous avez le temps de la journée qui s'écoule, donc sur 24 heures, et en ordonnée, vous avez le taux de nicotine dans le sang du patient. Donc souvent, les patients allument une cigarette dès le lever et ils vont avoir un shoot de nicotine qui va atteindre le circuit de la récompense en 7 secondes. 7 secondes, c'est 2 fois plus rapide que s'il se faisait un shoot par intraveineuse. Et là, on comprend à quel point ça peut être addictogène. Clic. Ensuite, la nicotine est une substance qui est éliminée rapidement. Sa demi-vie varie entre 1 à 3 heures, donc on dit en général une demi-vie moyenne de 2 heures. Cette demi-vie est courte et donc rapidement le taux de nicotine dans le corps chute et donc rapidement le patient ressent le besoin d'allumer une nouvelle cigarette et vous le voyez sur le schéma, il se fait un nouveau shoot et de nouveau ça baisse. Il va enchaîner comme ça toute la journée les shoots nicotiniques et les redescentes. C'est très inconfortable. C'est aussi ce qui fait dire que finalement, les fumeurs ont une humeur moins stable et ont des scores d'anxiété et dépression aux échelles d'anxiété et d'expression moins bons que les non-fumeurs. Tout simplement parce que finalement, ils sont sous l'emprise d'une substance qui agit par shoot et par redescente. Ils vont enchaîner comme ça les cigarettes, clic, pour se retrouver dans une zone, au niveau d'un seuil de satisfaction. Et une fois ce seuil de satisfaction atteint, ils ne sont plus dans la zone du manque, comme on peut le voir sur le schéma si on clique. Voilà, cette zone de manque est en dessous, vous voyez, avec un craving, qui est donc le besoin de fumer, et tous les cortèges de manque que les fumeurs peuvent expérimenter et connaissent quand ils essaient d'arrêter de fumer, l'irritabilité, l'anxiété, la baisse de morale, l'appétit augmenté, difficulté de concentration, l'agitation. Ces signes de manque sont extrêmement inconfortables et rendent le sevrage nicotinique à long terme très difficile à gérer, et ce qui fait qu'on a 80% de rechute à 6 mois. Si les fumeurs dépassent leur seuil de satisfaction de manière trop large, ils vont être en surdosage et à ce moment-là, les premiers signes de surdosage, c'est qu'il n'y a plus d'envie de fumer. Tous les fumeurs expérimentent en général le surdosage en soirée, quand ils boivent de l'alcool, quand la soirée s'étire, quand il y a beaucoup de fumeurs autour d'eux.
Et tous connaissent l'inconfort du surdosage, qui n'est pas grave du tout, puisque les signes, ce sont une absence d'envie de fumer, des sensations nauséeuses, un peu de tachycardie, quelques maux de tête, bouche pâteuse, sensation de vertige. Et, comme la nicotine est éliminée rapidement, ces signes de surdosage rapidement vont disparaître. Alors, si on clique de nouveau, on va voir que si on pose un patch le matin, le patch va franchir peu à peu l'épiderme, le derme et aller dans la circulation sanguine pour venir saturer les récepteurs. Et vous voyez qu'en 1 heure, le patch atteint finalement son niveau de délivrance pour lequel il a été dosé. Alors, le problème du patch, si on clique, on se rend compte qu'il met vraiment 1 heure à agir. Et donc, pour tous les fumeurs qui fument moins d'1 heure après le lever, il y a un véritable inconfort s'ils ne dorment pas avec le patch la nuit. Donc, dormir avec le patch la nuit, ce n'est pas parce qu'on fume la nuit, bien que ça puisse être aussi une des raisons pour lesquelles on mettrait le patch la nuit, mais c'est surtout pour tous les fumeurs qui fument moins d'1 heure après le lever. Parce que si tous les matins, ils doivent attendre 1 heure avant que le patch agisse, ben, finalement, ce sera difficile de tenir le sevrage et de lutter contre les cigarettes du matin. Donc, gardez le patch la nuit, même pour les patchs que nous avons à la PHP, sur lesquels il y a marqué qu'ils assurent une délivrance sur 16 heures, et une bonne chose lorsque le fumeur fume moins d'1 heure après le lever. C'est pour ça que en consultation de tabaco, on pose systématiquement cette question: combien de temps après le lever fumez-vous, hein? Et c'est une question qu'on retrouve notamment dans le test de Fagerström. Alors, on va cliquer de nouveau pour se rendre compte que une des problématiques du patch, outre le fait qu'elle mette 1 heure à agir, c'est qu'elle ne délivre pas de shoot de nicotine, hein. Finalement, c'est une délivrance prolongée, très stable, alors que le fumeur est sensible à cette notion de shoot de nicotine, hein, de pic. Alors, en cliquant, on va se retrouver que ces shoots, on les retrouve en utilisant des substituts oraux, les substituts nicotiniques, comme les pastilles, les gommes, l'inhaleur, le spray, qui ont une absorption via la muqueuse buccale et qui permettent une absorption rapide de la nicotine. Alors, ce sera jamais aussi rapide qu'une cigarette, hein, qui agit en 7 secondes. On a plutôt là une action en 5 à 10 minutes. Alors, vous voyez sur le schéma, ça fait des petits shoots moins élevés, euh, et moins rapide, hein, qu'une cigarette de seulement 5 à 10 minutes. Donc, si on a un fumeur qui ne se sèvre qu'avec les pastilles ou qu'avec la vape, hein, qui peut aussi remplir cette fonction-là, on va avoir un fumeur qui va avoir un transfert d'addiction qui pourrait avoir un transfert d'addiction vers la vape ou vers les pastilles, hein. C'est pour ça qu'en général, les tabacologues vont conseiller le patch plus les substituts nicotiniques oraux, hein. Et il y a 2 fois plus de chances s'il te plaît, tu vas trop vite, Astrid. Il y a 2 fois plus de chances de réussite si on utilise à la fois le patch, mais aussi les substituts nicotiniques oraux. Alors, on voit aussi que ce qui pourrait être difficile, c'est si on dosait mal le patch, si on avait un patch trop faiblement dosé qui n'atteint pas le seuil de satisfaction. À ce moment-là, si on a un patch qui est trop faiblement dosé, à ce moment-là, le fumeur va avoir une surconsommation soit de substituts nicotiniques oraux, et peut-être qu'aux alentours de au-dessus de 10, 12 pastilles, on peut se poser la question: est-ce que mon patch est suffisamment dosé? Ou un fumeur qui a du mal à ne plus fumer et qui fume avec le patch, ce qui est vraiment en début de sevrage, qui est tout à fait possible de fumer avec le patch, et même pour les tabacologues, ça peut être une aide en fait. Un fumeur qui fume avec le patch, ça vous indique qu'en fait votre patient n'est pas assez patché, hein. Et la plupart des échecs de sevrage sous patch, c'est parce que le patch n'était pas assez dosé, parce qu'il y a cette idée reçue qu'on ne peut pas mettre plus d'un seul patch. Donc, un bon dosage, tu peux cliquer, ce sont des patchs, et tu peux cliquer aussi, et des substituts nicotiniques à libération instantanée tout au long de la journée. Vous voyez, là, j'ai dessiné 4 substituts nicotiniques, mais on peut facilement monter à 10, 12 substituts nicotiniques oraux toute la journée, hein, soit au moment où le fumeur a envie de fumer, soit quand il est
en anticipation, quand il sait que, par exemple, dans 10 minutes, je sors du travail, donc 10 minutes avant de sortir du travail, comme je sais que je vais allumer une cigarette, 10 minutes avant, je prends une pastille ou peut-être que je commence à vaper, hein. Voilà, ça, voilà, ce schéma, n'hésitez pas si vous avez des questions parce que ce schéma permet, heu de comprendre en fait et d'expliquer aux patients comment agissent les substituts nicotiniques et pourquoi ils sont complémentaires. Alors je vois ce qu'écrit Marion, Adler, sur les patchs. Alors effectivement, le patch la nuit, chez certaines personnes, hein, c'est vraiment pas chez tout le monde, peut, entraîner, des rêves, plus présents, voire, des cauchemars. Alors, quand on a un patient qui a 2-3 patchs, peut-être qu'avant d'enlever les 2-3 patchs la nuit, on peut faire un essai pendant une ou 2 nuits avec seulement 2 patchs et la journée, il fonctionne avec 3 patchs, mais quand il va se coucher, il n'en met que 2. Et puis si ça fonctionne pas, on essaye de dormir avec seulement un seul patch au lieu des 3 patchs et le matin, on remettra ces 3 patchs, journaliers, hein. Heu, la nicotine est un excitant et c'est pour ça que elle peut avoir cet effet-là la nuit, hein. C'est pour ça qu'il est également absolument déconseillé de mettre un patch avant d'aller dormir, hein. Ça, vraiment, le patient va passer une très mauvaise nuit. Un patch, ça se met le matin, juste au moment de commencer sa journée et le fumeur, au début du sevrage, il va certainement fumer des cigarettes, mais il tirera un peu moins fort, il fumera moins de cigarettes et petit à petit, le tabacologue augmentera les patchs pour que toutes les cigarettes finissent par disparaître sans trop d'efforts. Alors une question, est-ce que la vape peut agir comme, les gommes chez les patients patchés? Ah oui, bon, Marion a répondu, pardon. Hem, j'ai pris une photo des substituts nicotiniques que nous avons, à la PHP, les Nicorette Skin. Ce qui est intéressant sur cette image qu'on montre, c'est que sur cette boîte de patch, finalement, il y a beaucoup d'informations qui peuvent induire en erreur les soignants sur la manière de doser les patients et de substituer les patients. Alors, on va cliquer pour voir que la première erreur, c'est qu'effectivement, il y est écrit que ce médicament est déconseillé pendant la grossesse, alors même que le CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes de l'hôpital Trousseau, recommande la substitution nicotinique pour les femmes enceintes. C'est toujours mieux et toujours plus efficace que de fumer. Alors ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est arrêt immédiat de la consommation de tabac. Ça, c'est une grande idée reçue qui freine les patients pour l'entrée dans la substitution nicotinique par patch. C'est que les patients pensent que s'ils utilisent des patchs, ils doivent arrêter de fumer du jour au lendemain. Or, ce n'est pas du tout le cas. On a des patients qui peuvent fumer pendant plusieurs mois avec les patchs et qui finalement, petit à petit, à leur rythme, vont inventer un nouveau mode de vie grâce aux patchs en fumant moins de cigarettes, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bon dosage du patch ou jusqu'à ce que eux aient réussi à mettre en place, par exemple, des techniques comportementales et cognitives pour remplacer ces cigarettes résiduelles. Une autre erreur sur cette boîte de patch qui peut inciter en erreur, il y a marqué 25 milligrammes sur 16 heures, donc une des erreurs, ce serait d'enlever systématiquement les patchs à tous les patients en fin de journée. Alors que vraiment, ce qui est important, c'est de laisser le patch aux patients qui fument moins d'1 heure après le lever. Là, le laboratoire nous l'a dit en off, il y a plus de nicotine qu'indiqué sur la boîte de patch, ce qui nous amène à notre troisième petite erreur sur cette boîte de patch, 25 milligrammes de nicotine. En fait, finalement, ce que dit le laboratoire, c'est qu'il y a un peu plus de nicotine que ce qui est inscrit sur la boîte et que donc le patient profitera de la nicotine toute la nuit s'il garde le patch la nuit. Autre petit problème sur cette boîte de patch, première étape pour les fumeurs très fortement à fortement dépendants. Alors ça pourrait induire en erreur et laisser penser que pour les fumeurs très fortement dépendants, un patch de 25 est ce qu'il faut faire et le bon dosage. Alors que chez un patient qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, très souvent, on va avoir un patient qui a 3-4 patchs de 25, hein. Donc il n'y a pas de limite. En fait, le patch de 25 n'est pas la solution à toutes les situations. Ensuite, dernier message qui pourrait nous induire le patient à une rechute, c'est cette diminution, ce protocole de diminution qui est inscrit au dos de la boîte de patch, qui est très très rapide, hein, et assez brutal, hein. On passe de 25 milligrammes à 15 milligrammes à 10 milligrammes, alors que vraiment on peut découper les patchs et entre 25 et 15 milligrammes, on pourrait tout à fait imaginer de faire un stop à 20 milligrammes pour laisser
le temps au patient de se désaccoutumer du patch, parce que le patch, c'est quand même de la nicotine, et supprimer le patch trop brutalement, c'est s'exposer de nouveau à un sevrage en nicotine, et donc de l'irritabilité ou de la prise de poids. De la même manière, il est possible de couper un patch de 10 en deux et avoir un patch de 5 mg. Alors, les substituts nicotiniques sont maintenant remboursés par la sécurité sociale à 65%. Sur la PHP, on a 3 dosages de patch qui sont sur 16 heures, mais que vous pouvez garder la nuit. Les 10, donc 10 mg, 15 mg, 25 mg, il est tout à fait possible de mettre plusieurs patchs à un patient. On a également des gommes de 2 à 4 mg. Je vous ai mis en résumé la notice qui est écrite concernant les gommes. Les gommes doivent être mâchées très, 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 très lentement, hein, au point que la notice évoque une mastication par minute, hein, et qu'après la première mastication, on doit laisser la gomme entre la joue et la gencive. Donc, plus qu'une gomme, c'est de la chic, en quelque sorte, hein. C'est quelque chose qui va diffuser via la muqueuse buccale. Alors, pour des patients qui sont à 20 cigarettes par jour, souvent la gomme de 2 mg peut suffire, mais au-delà de 20 cigarettes par jour, quand même, on peut vraiment tenter la gomme de 4 mg. Sachant qu'est disponible souvent que la moitié de la quantité de nicotine inscrite. Si elle est mâchée trop rapidement, le patient salive. S'il salive, il déglutit, et donc toute la nicotine est entraînée dans l'estomac où elle va être détruite par les acides. Sur l'hôpital, on a également des pastilles nicotinelles à la menthe de 1 mg et des nicorettes aux fruits et à la menthe de 2 mg, hein, qui peuvent être quelquefois un peu fortes chez des patients qui fument moins de 20 cigarettes par jour. Ne sont pas disponibles à l'hôpital les sprays, alors que le spray EG est remboursé, et pour des patients qui sont par exemple à 2 paquets de cigarettes, ça fonctionne très très bien. L'inhaleur aussi, qui va certainement disparaître, qu'on a à l'hôpital en ce moment, mais qui bientôt ne sera plus disponible. Et alors, ce qu'on n'a pas, et là c'est bon, moi personnellement je le regrette, ce sont les Nicopas à l'eucalyptus, qui plaisent énormément aux patients, qui ont un goût, qui ont un très bon goût et qui accrochent quand même, moi dans mes pratiquement 8 à 9 patients sur 10. Alors, les idées reçues autour du patch, je vais les rebalayer très très rapidement. Alors ça c'est une question un peu perverse qu'on pose en formation, quel est le principal risque du patch? Alors, finalement, la réponse, c'est que le principal risque du patch, c'est le sous-dosage. Parce qu'un patient sous-dosé, c'est un patient qui soit se dit que le patch ne marche pas, soit qui se dit qu'il n'y arrive pas, qu'il est nul, hein, et qui donc abandonne le sevrage et se dit que ce n'est pas fait pour lui. La plupart des patients ont déjà essayé un sevrage avec un médecin généraliste, mais en étant sous-dosé. Alors, la seule contre-indication du patch, là aussi, c'est une question un peu retors, eh bien, c'est le non-fumeur, hein. Il n'y a pas de contre-indication au patch. Dans mon souvenir, on peut les prescrire à partir de 15 ans. Il faut toujours associer un patch et une forme orale. Je vous l'ai dit via le schéma. Le patch, c'est la libération prolongée. La forme orale, c'est la libération instantanée. Le patch permettra d'éviter un transfert d'addiction vers la forme orale, et la forme orale, mais le patch tout seul sans la forme orale, ça ne permet pas de gérer les envies très importantes et soudaines de nicotine. Ensuite, on peut fumer avec un patch, hein. Ça, vraiment, c'est pratiquement la première chose à dire aux patients quand on leur propose un sevrage, c'est de tout de suite les rassurer en leur disant qu'on peut fumer avec un patch, et il faudrait même associer une autre idée. Ce n'est pas la nicotine qui est cancérigène, ce n'est pas la nicotine qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires, c'est la combustion. Donc là, je vous propose la nicotine, ce qui vous rend dépendant, mais sous une forme très sécurisée, puisque je vous donne de la nicotine sans les 6 999 autres substances qui sont dans la cigarette. Autre idée à combattre, alors on peut couper les patchs, et ça, il faut vraiment pas hésiter à le faire, surtout quand on est en diminution et qu'on ne veut pas diminuer trop brutalement, hein. On l'a vu, on peut très bien passer à 20 mg en enlevant 1/5 du patch de 25. Et il faut très souvent mettre plusieurs patchs, et ce n'est pas un problème. On peut les coller presque partout, les patchs, et quelquefois sous les pieds. C'est une très bonne solution quand les patients ont une peau qui réagit un peu trop vivement à la colle du patch. La peau sous les pieds est plus épaisse, et donc ça permet justement de supporter le patch. Je voudrais juste terminer avec une dernière idée, c'est les dangers du tabagisme passif. Alors, il y a je pense que c'est quelque chose qui est important de dire aux patients, c'est que si finalement ce n'est pas le moment pour eux de s'engager dans un sevrage,
et qu'ils veulent prendre un peu de temps, j'essaye de leur parler de réduction des risques. La réduction des risques, pour un patient héroïnomane, ce serait de s'injecter avec une, seringue propre. La réduction des risques, en tabacologie, ce serait de toujours, toujours fumer en extérieur et jamais en intérieur, et on va le voir en 1 minute sur ce schéma. Quand le patient, inspire, il inspire une fumée qu'on appelle le courant principal ou primaire. Le foyer de combustion est à 800 degrés puisqu'il l'active via son inspiration. Ensuite, le fumeur va expirer ce qu'on appelle le courant tertiaire, qui est la fumée orange et qui va se répandre dans la pièce. On va le voir en cliquant. Enfin, entre deux tafs, le patient tient sa cigarette entre les mains, comme on peut le voir, et le courant secondaire se diffuse dans la pièce. On peut le voir là sur le slide. Et là, ce courant secondaire, c'est une fumée avec un foyer de combustion moins élevé à 400 degrés. La fumée la plus dangereuse de ces 3 fumées, c'est le courant latéral, qu'on appelle aussi secondaire, parce que le foyer de combustion est moins élevé et on a des composés beaucoup plus nombreux. Hein. On peut avoir jusqu'à 10 à 15 fois plus de goudron, par exemple. Donc, peut-être que la première chose à faire en termes de réduction des risques, pour se protéger, c'est de ne pas être la victime de son propre tabagisme passif. C'est finalement de fumer en extérieur pour se protéger au moins de son tabagisme passif, dont les études montrent qu'il augmente de 25% le risque d'infarctus, de maladies cardiovasculaires ou de cancer du poumon. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Marine, pour, ces explications, très explicites avec, ces beaux schémas. J'attire votre attention, sur les coordonnées que l'on vous laisse, en cas de demande de consultation tabacologie sur le groupe hospitalier, que ce soit pour le personnel ou pour les patients. Donc vous avez sur chaque site la possibilité de consulter, à l'exception, de Berck et de Raymond Poincaré, où pour l'instant nous vous proposons uniquement des téléconsultations, mais qui sont tout à fait possibles, notamment pour le personnel. Donc n'hésitez pas, pour Berck à contacter Paul Brousse qui vous proposera des téléconsultations, et pour Raymond Poincaré, l'hôpital de Bicêtre, qui vous propose aussi des téléconsultations. Voilà, nous vous remercions pour votre connexion et votre présence, et vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir.